Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va euh, présenter le troisième chapitre, la notion du marché et ses mécanismes. Donc après avoir vu un petit peu ce que c'est que l'économie, la notion de l'économie en général et tous les mécanismes euh, relative à cette notion d'économie. On est passé par la suite au circuit économique. Donc, on a vu un petit peu les différents agents économiques qui composent le marché ou qui composent une économie en général. Maintenant, il est temps de comprendre un petit peu ce que c'est qu'un marché, comment fonctionne un marché et les principaux mécanismes du marché. Donc, chaque jour, les gens économiques prennent des millions de petites décisions indépendantes les unes des autres qui constituent des choix de consommation, d'épargne, d'investissement et de production. Nous avons déjà vu ça. On a dit que l'économie elle est composée d'un ensemble de plusieurs, de milliers d'agents économiques et on les a regroupés par groupe de décision. D'accord? Et ces groupes de décision qui constituent des choix de consommation, d'épargne, d'investissement, de production et ainsi de suite. Et là, il faudrait se poser un certain nombre de questions. La première, quelle est la meilleure façon de répartir les ressources de manière à satisfaire tous les besoins des membres d'une société donnée? C'est une question que vous devez vous poser lorsqu'on a parlé de tous ces agents économiques. Comment ou bien quelle est la meilleure manière et façon pour répartir les ressources sur tous ces agents économiques de manière à satisfaire tous leurs besoins en général. Une autre question qu'il faudrait se poser, c'est comment tout cela ne conduit pas à un chaos total. En économie, on dit un chaos total, ça veut dire un blocage total de toute l'activité économique. Là, j'ai mis entre parenthèses le confinement mondial. Si vous avez fait la remarque, en début d'année 2020, on a tous, c'est-à-dire assisté à un confinement, pas au niveau national, mais au niveau mondial. Tout le monde entier a été confiné à cette époque-là, c'est-à-dire, et malgré ça, on n'a pas eu un chaos total. C'est-à-dire que c'est vrai que les frontières ont été fermées, c'est vrai que les opérations, par exemple, d'importation, d'exportation ont été arrêtées. Il est vrai aussi que certaines opérations économiques ont été, je dirais pas bloquées, je dirais pas stagnées, mais je dirais qu'elles ont été changées, d'accord, par d'autres alternatives, par d'autres opérations pour ne pas bloquer la situation économique. Et cela, c'est un miracle qui est dû au mécanisme de coordination de ce qu'on appelle la coordination marchande, ou ce qu'on appelle aussi la coordination par le marché. C'est une coordination, ça veut dire que le marché et la capacité de ce qu'on appelle la théorie de la main invisible, tout simplement. Et là, je vous invite à lire un petit peu sur ce que c'est que la main invisible d'Adam Smith lorsqu'il a parlé de cette force je dirais, euh, de, de mécanisme de coordination marchande. euh, En général, c'est lorsque il y a une régulation, je dirais, qui est harmonieuse de l'économie grâce au marché. Euh, et pour bien comprendre cela, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube une petite vidéo, d'accord, qui s'appelle Moi le crayon. Et là, je vous ai laissé, c'est-à-dire une petite image de la vidéo pour ne pas tromper, pour ne pas choisir une autre. Ça, c'est une vidéo de 6 minutes et 32 secondes, hein, c'est pas beaucoup. C'est une vidéo qui est très, très simplifiée. Il est en anglais et il est traduit en français par l'Institut Copette qui, qui va vous expliquer un petit peu ce que c'est que la main invisible. Ça veut dire tout simplement, je vous donne un tout petit résumé. Là, c'est un crayon.
que vous êtes en train de voir et personne n'est capable de fabriquer tout seul ou la toute seule ce crayon-là. Personne d'entre nous ne pourra fabriquer toute seule un crayon. D'accord? Ça vous paraît un simple produit, un simple crayon qui est très très facile, qui est très modeste, qui est très, je dirais, petit, mais on est incapable de le fabriquer tout seul. Pourquoi? Vous allez voir dans la vidéo que ce petit crayon, c'est une fabrication de toute une économie, de tout un grand nombre d'agents économiques derrière. C'est ce qu'on appelle la main invisible. Tout chef d'entreprise, par exemple, euh, euh, en général, son intention n'est pas de servir l'intérêt public parce qu'il sait rarement à quel point il est utile à la société. Il ne cherche pas l'intérêt public, mais il cherche son intérêt personnel. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'égoïsme. En développant son entreprise, il ne pense ni à la croissance du PIB, du produit intérieur brut national, ni même à la baisse du chômage. C'est pas son intérêt, c'est pas son objectif. Son objectif, c'est son propre gain à lui. Et en cela, il est conduit par ce qu'on appelle une main invisible à accomplir un objectif qui ne rentre pas dans ses intentions. Il se trouve en train de remplir, c'est-à-dire en cherchant son gain personnel, il se trouve en train de remplir et d'accomplir euh, d'autres objectifs qui ne rentrent pas parmi ou bien dans ses intentions. C'est ce qu'on appelle la théorie de la main invisible. Le chef d'entreprise, en cherchant son intérêt personnel, va recourir ou va concourir au bien commun. C'est ça, d'une manière générale, un petit peu ce que c'est que la théorie de la main invisible. Et c'est très important d'aller voir la vidéo et aussi faire des petites recherches pour lire un petit peu sur ces théories d'Adam Smith. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un marché? On a parlé du marché, ses mécanismes, la notion du marché, qu'est-ce que c'est qu'un marché? D'une manière générale, on a une définition qui est, je dirais, classique et traditionnelle. Le marché, c'est le lieu de rencontre entre une offre et une demande qui donne lieu à un prix d'équilibre. Donc, c'est l'intersection entre l'offre et la demande, d'accord? Et qui nous donne ce qu'on appelle un prix d'équilibre. C'est le prix de vente sur le marché. Une autre définition, c'est celui de Pierre-Noël Guiraud, qui donne une définition du marché de point de vue de la coordination marchande, en rappelant que le marché est un mécanisme qui assure la coordination entre les acteurs, autrement dit entre tous les agents économiques qui existent, en produisant une information particulière qui est le prix. On a déjà parlé de l'information qui est indispensable en économie. Lorsqu'on a parlé de la théorie de l'asymétrie de l'information, et parmi ces informations, il y a le prix de vente, il y a le prix du produit, il y a le prix de biens ou de services. Un prix qui est connu de tous et qui est un signal suffisamment précis pour que chacun prenne ses décisions qui s'avèrent compatibles avec les décisions prises par tous les autres. Pour tous les autres, ça veut dire qu'il faut avoir une harmonie au sein du marché. Il faut que tout le monde soit harmonieux, tout le monde soit informé sur le prix, euh, et ainsi de suite. Et là, bien sûr, vous allez le voir dans le module de la micro d'une manière détaillée. Toujours dans la notion du marché, de la notion du marché, il existe plusieurs types de marchés. Il n'y a pas un seul marché qui se différencie selon la nature des produits échangés. Par exemple, si je me base sur la nature des produits échangés, je peux distinguer le marché des biens et services, je peux distinguer le marché du travail, je peux distinguer le marché financier, le marché monétaire ou le marché d'échange. Et si je me base, par exemple, sur, je dirais, la particularité, une autre particularité de distinction, je peux distinguer les marchés automobiles, marché de l'immobilier, marché pétrolier, marché matériel informatique, marché du conseil juridique, et ainsi de suite. Autre chose, les marchés sont aussi différenciés selon leur étendue géographique. Je peux parler d'un marché local, je peux parler d'un marché régional, un marché national, un marché international ou un marché mondial.
Une autre classification, une autre différenciation entre les marchés, elle est basée sur le nombre de demandeurs et d'offreurs. Demandeurs, ce sont les consommateurs, c'est les clients. Les offreurs, ce sont les entreprises, les sociétés qui fabriquent les biens ou les services. On distingue le marché de la concurrence pure et parfaite lorsque vous avez plusieurs demandeurs qui sont face à plusieurs offreurs. On parle de la concurrence, on parle plutôt du monopole, d'accord? Le monopole, ça veut dire que vous avez une seule entreprise, un seul offreur sur le marché et tout le reste, c'est des demandeurs, c'est des clients et des consommateurs. Vous avez la concurrence monopolistique, vous avez l'oligopole et ainsi de suite. Ça aussi, ça rentre dans le module de la microéconomie. Alors, on a dit que le marché, c'est un lieu de rencontre de la demande et de l'offre et qui donne ce qu'on appelle lieu à un prix d'équilibre. Euh, donc, c'est l'objet du deuxième point. On va voir un petit peu l'offre et la demande. Et généralement, lorsque le prix d'un bien baisse, les consommateurs ont tendance à en acheter davantage. Ça, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. On a dit que la règle générale, c'est quoi? C'est lorsque le prix d'un bien baisse, eh bien, on a tendance à acheter plus. Pourquoi? Parce que c'est très avantageux pour nous, les consommateurs, d'acheter plus lorsque le prix, il est, il est, il baisse. Et inversement. Donc, on dit que la demande est une fonction décroissante, je dirais une fonction décroissante du prix. Ça veut dire qu'il baisse, elle baisse lorsque le prix augmente. Et là, la fonction, elle est là. C'est une fonction qui est décroissante, d'accord? Là, vous avez la quantité, là, vous avez le prix. Quand le prix, si je me base, si je me situe à ce niveau-là, avec ce prix, je vais l'appeler prix 1. Donc, ça va me donner cette quantité-là. Il est là. Donc, le prix, quantité 1. Si j'augmente, faites la remarque avec moi ou la suivez avec moi, si j'augmente le prix, je tombe sur une autre nouvelle quantité. Si vous avez fait la remarque, cette quantité, cette nouvelle quantité, elle est plus, euh, cette quantité, elle est différente de la première quantité, d'accord? Donc, le prix, quand il baisse, quand il augmente, la quantité automatiquement a baissé. Donc, on dit que la demande est une fonction décroissante du prix. Toujours avec la demande, la loi, euh, à part c'est-à-dire, cette loi souffre de plusieurs exceptions. Il arrive en effet que la demande progresse alors même que le prix augmente. Et ces exceptions, ce qu'on appelle des exceptions, des, elles correspondent à des comportements atypiques des consommateurs. On va analyser trois grandes exceptions à la loi de la demande. Donc, parfois, même le prix baisse, on n'achète pas. Et même si le prix augmente, la quantité ne baisse pas. Elle continue à augmenter. Donc, ça, ce sont ce qu'on appelle des exceptions à la loi générale de la demande. Et en général, on distingue trois grandes exceptions en économie. C'est l'effet, ce qu'on appelle l'effet Veblen ou l'effet de snobisme, l'effet de Giffen et l'effet de la spéculation. D'accord? On commence par le premier effet qui est l'effet de snobisme ou l'effet de Veblen. Alors ça, c'est un effet qui est dans le domaine de biens de luxe. L'augmentation du prix d'un produit se traduit par une hausse de l'intérêt qu'il représente aux yeux de ses acheteurs potentiels. Là, bien sûr, on le sait très très bien, les biens de luxe. Je prends par exemple le cas des voitures. Je reste toujours dans le cas des voitures. Si je prends le cas des voitures de luxe, je vais prendre les voitures de luxe Maserati, je reste aussi dans la marque Mercedes aussi, c'est une marque de luxe. Donc même si le prix augmente, les gens ne s'arrêtent pas à acheter les voitures. Pourquoi? Parce que le prix pour ces biens de luxe n'est pas un indice c'est-à-dire d'augmentation, de hausse de prix, mais ça reflète une autre réalité, ça reflète l'intérêt euh, de ce produit aux yeux des consommateurs. D'accord? C'est différent. Ça, c'est une exception à la loi générale de la demande. Contrairement à ce que stipule la loi de la demande, voilà, la hausse du prix de certains biens
peut les rendre plus désirables. Plus le prix augmente, plus on les achète encore. Et là, je donne un exemple, les œuvres d'art. Les œuvres d'art, vous avez les vêtements de créateurs, d'accord? Vous avez les voitures de collection, les anciennes voitures qui datent de centaines et de plusieurs centaines d'années. On les achète, ils sont très 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 chers et malgré ça, on les achète. Vous avez les voitures de luxe, vous avez les bijoux de luxe et ainsi de suite. Donc, même pour ces produits de luxe, pour ces biens de luxe, ce qu'on appelle l'effet de Veblen ou l'effet de snobisme. Même si le prix augmente, on continue à les acheter. Un autre effet, hein, une autre exception de la loi à la loi générale de la demande, c'est l'effet de Giffen. L'effet de Giffen, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ou là, ce qu'on appelle le paradoxe de Giffen, il stipule que la consommation de certains biens de première nécessité peut augmenter alors même que leur prix monte. Là, je donne un exemple. Bon, avant de donner l'exemple, il est à signaler que Robert Giffen, c'est la personne qui a inventé la première fois ou qui était, c'est-à-dire la source de cet effet, qui a parlé pour la première fois de cet effet au 19e siècle. Il a précisé qu'une hausse du prix du pain pouvait s'accompagner d'une augmentation de sa consommation. Donc, ce phénomène s'explique par le fait qu'avec la hausse du prix du pain, le pain qui est considéré comme des produits de première nécessité en général, la capacité d'acheter d'autres produits diminue. Donc, pour cet auteur, pour Robert Giffen, il précise que il y a des produits qu'on appelle des produits de première nécessité comme le pain, on ne peut pas les changer, on ne peut pas diminuer la quantité consommée. Même si leur prix augmente, on continue à les acheter et à les consommer encore plus. Par contre, euh, puisque ce sont des produits de première nécessité, on va diminuer, on va baisser l'achat de d'autres biens en parallèle. Donc, j'achète du pain, même si son prix augmente, j'achète du pain parce que c'est un pain de première nécessité. Si je prends le cas des Marocains, la société marocaine, le pain, c'est essentiel dans les repas des Marocains. Donc, c'est un produit de première nécessité. Même si son prix augmente, on continue à l'acheter. Et en contrepartie, on va diminuer la capacité d'acheter d'autres produits va diminuer, comme la viande, comme les fruits, comme les légumes, etc. D'accord? Et les consommateurs à revenus modestes, qui ont un revenu un peu limité, ils vont réduire alors leurs dépenses des produits alimentaires qui sont plus nobles pour se rabattre sur la consommation des biens de première nécessité qui deviennent, malgré la hausse de leur prix, les seuls accessibles. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer, hein. Donc, on baisse c'est-à-dire on baisse et on réduit la consommation d'autres biens pour pour garder cette consommation du pain qui est un bien de première nécessité. Alors, ce phénomène-là, on l'appelle l'effet de Giffen. D'accord? Donc, vous faites la différence un petit peu entre l'effet de snobisme de Veblen et l'effet de Giffen. Troisième exception de la loi de la demande, c'est la spéculation. La spéculation, qu'est-ce que ça veut dire la spéculation? C'est la hausse du prix d'un bien qui peut parfois être interprété comme le signe d'une rareté future. Donc, comme le signal qu'il faut acheter maintenant et le plus vite possible, car plus tard, le bien ne sera plus disponible ou il sera plus cher. Euh, alors, pour bien comprendre, je vous donne un exemple. L'exemple du confinement, je reviens à la période du confinement. Au départ, au début de la crise, on n'avait pas une visibilité bien claire sur le futur. Donc, il y avait des rumeurs qui circulent, qui disent que les supermarchés vont être fermés, que tout va être fermé, qu'on ne pourra
plus, avoir c'est-à-dire, l'occasion d'acheter des biens alimentaires, si je prends les biens alimentaires. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté une grande quantité, de biens alimentaires, une très grande quantité de biens alimentaires. Quand je dis une très grande quantité, je pense que vous avez déjà, vu ça sur les vidéos, des quantités de 2 mois, 3 mois, voire même plus, hein. Ça, c'est un phénomène de ce qu'on appelle la spéculation. Ça veut dire que on a une information comme quoi que tel bien ou tel bien, il ne sera plus disponible dans le futur, ou là, il sera plus cher. Donc il vaut mieux que je l'achète maintenant, ou que je l'achète maintenant parce qu'il est disponible, ou bien que je l'achète maintenant avec le prix actuel parce qu'il va devenir cher. Ça, on l'appelle en économie la spéculation, et c'est une exception de la loi générale de la demande. Donc, paradoxalement, une hausse du prix est suivie par une augmentation de la demande. Donc, ça, c'est une exception. Euh, Ce type de comportement peut être observé sur le marché des biens et des services, mais il est surtout constaté sur les marchés financiers, par exemple, le cas de la bourse. Le cas de la bourse, parfois, il y a des actions qui deviennent très, c'est-à-dire des actions, j'achète des actions. Pourquoi? Parce que c'est un bon prix maintenant. Pour ne pas C'est un investissement pour moi, d'accord? Peut-être dans le futur, ils vont devenir chers. Donc, c'est un investissement pour moi. Même si leur prix maintenant est cher, je vais les acheter pour investir, d'accord? Je continue à les acheter. Et inversement, une baisse de prix peut s'interpréter comme le signal qu'il est avantageux d'attendre pour acheter, car le bien sera encore moins cher plus tard. C'est l'anticipation d'une baisse continue des prix. Alors là, c'est le contraire, la spéculation dans les deux sens. La spéculation lorsque le prix est cher, et la spéculation lorsque le prix est moins cher. D'accord? Lorsqu'il y a une baisse de prix. On a vu la spéculation lorsqu'il y a une hausse de prix, et on a parlé de l'exemple du confinement, d'accord? Pour les biens alimentaires. Maintenant, et pour les biens aussi financiers, pour le marché financier, pour la bourse. Maintenant, on parle de la spéculation lorsqu'il y a une baisse de prix. Lorsqu'il y a une baisse de prix dans la loi générale de la demande, il faut acheter plus. Pourquoi? Parce que le prix, il est baissé, le prix. Donc, j'achète plus. Alors, en exception, on n'achète pas. Pourquoi? On nous dit que le prix, il va encore continuer à baisser, plus encore. Et là, je donne l'exemple du matériel informatique électronique. Je pense que vous avez déjà vu ça pour les portables, par exemple, les téléphones, les smartphones, les ordinateurs, par exemple. Si je prends les ordinateurs, les smartphones, la plupart de nous préfèrent de les acheter après une certaine période. Pourquoi? Parce que même s'ils font des promotions au départ, même s'ils font c'est-à-dire des promotions de premier, de deuxième et de troisième niveau, on attend encore le temps. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, d'accord, on a déjà l'information que sur ce marché-là, le prix va encore augmenter, et c'est parce que aussi il y aura un autre modèle qui va sortir. Donc une fois il y aura d'autres modèles qui vont sortir, en général, ce modèle actuel, il va connaître une baisse de prix. Donc là, ce qu'on appelle la spéculation. Donc même si le prix baisse, on ne l'achète pas, mais on attend encore qu'il baisse encore plus. D'accord? Ça, ce sont les trois exceptions de la demande, de la règle générale de la demande. On passe maintenant à l'offre. L'offre, c'est l'autre partie du marché. L'offre, c'est du côté, donc on a vu la demande côté consommateur et client. Maintenant, on va voir l'offre côté entreprise, société. Ce sont les producteurs. Du côté de l'offre, la baisse du prix d'un bien conduit généralement les entreprises productrices à réduire les quantités offertes et vice-versa. Donc l'offre, c'est le contraire de la demande. Quand le prix baisse, les entreprises, ils commencent c'est-à-dire quand le prix augmente, pardon, ou bien la baisse du prix d'un bien, euh, quand le prix baisse, les entreprises commencent à réduire les quantités offertes. Ils ne produisent pas.
sur le marché. On dit que l'offre, c'est une fonction croissante du prix et ça croît lorsque le prix augmente. Et voilà euh, la fonction de l'offre d'un bien. Vous avez ici la quantité, là le prix. D'accord? Là, c'est une fonction qui est croissante. Ça veut dire que quand le prix augmente, la quantité euh, fabriquée augmente également. Ça, c'est la règle générale. D'accord? L'équilibre maintenant, la flexibilité des prix et équilibre du marché. Sur un marché concurrentiel, le prix joue un rôle primordial puisque c'est lui qui, par ses variations à la hausse ou à la baisse, assure l'équilibre du marché. On a déjà vu ça. On a dit que le prix d'équilibre, c'est l'intersection entre l'offre et la demande sur un marché. C'est la définition générale du marché. Et là, c'est une question, si par exemple, pour une raison quelconque, l'offre sur un marché dépasse la demande. D'accord? Par exemple, là, je vous pose la question, si l'offre devient plus importante que la demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord l'offre dépasse la demande? Ça veut dire ça veut dire qu'il y a beaucoup de quantités qui sont produites par l'entreprise et qui sont, je dirais, disponibles sur le marché. La demande, ça veut dire que les consommateurs ne demandent pas. Ça veut dire que la quantité disponible sur le marché dépasse les demandes ou les besoins des consommateurs. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les producteurs, c'est-à-dire les entreprises, ils seront obligés à baisser leur prix. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas besoin, n'achètent pas. Parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont disponibles, ils n'achètent pas. D'accord? Alors à ce moment-là, les entreprises, ils seront obligées de baisser leurs prix. Baisser les prix parce qu'ils savent très bien la règle générale du marché, de l'offre et de la demande. Si on baisse le prix, la quantité demandée, elle va augmenter. Voilà, c'est pour ça que les entreprises ils vont baisser leurs prix. En contrepartie, et suite à cette baisse, donc une fois le prix sera baissé, certains producteurs, les autres entreprises, ils ne vont pas aimer ça. Donc, ils vont juger que leur produit, il n'est plus rentable. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit qu'ils vont pas accepter, qu'ils vont refuser de produire, donc ils ne produisent plus, soit qu'ils vont réduire la production, ils vont baisser la quantité produite. D'accord? Donc, vous avez ici deux réactions. Lorsque l'offre dépasse la demande, la première réaction, c'est que les producteurs ils vont baisser leur prix et pas tous les producteurs. Quelques producteurs vont baisser leur prix et les autres producteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit qu'ils vont refuser de produire, donc ils vont arrêter la production, et soit qu'ils vont réduire la production. Au lieu de produire, je ne sais pas, 100 unités, ils vont produire juste 60 unités ou la 50 unités. D'accord? Ça, c'est du côté de l'offre, côté de l'entreprise. Donc, on va assister à une réduction des quantités offertes. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Donc, en contrepartie avec cette réaction-là, toutes ces réactions, ils vont réduire, on va assister à une réduction des quantités offertes. Donc, les entreprises, c'est-à-dire l'offre, elle va baisser. On va réduire les quantités produites offertes. Côté demande maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer côté de la demande? Du côté de la demande, à la suite, pardon, du côté de la demande, à la suite de la baisse du prix, qu'on a déjà vu, d'accord, des consommateurs qui trouvaient le prix initial trop élevé vont se présenter maintenant sur le marché pour accroître la consommation de ce bien. Ainsi, les quantités demandées augmenteront. Donc, on a dit que parmi les réactions dans l'offre, c'est de baisser les prix. Et quand les prix vont baisser, les consommateurs ils vont acheter plus. Donc, si on achète plus, les quantités demandées ils vont augmenter. Donc, on est revenu à la règle générale de la demande, on a créé l'équilibre. Donc, en définitive, à partir d'une situation de déséquilibre, lorsque l'offre elle est supérieure à la demande, on a vu ce qui s'est passé, d'accord? Les variations de prix assurent un retour à l'équilibre. Donc, on est passé d'une situation de déséquilibre à une situation d'équilibre normale, la règle générale de la loi et de la demande, baisse de l'offre et augmentation de la demande, d'accord? Donc, il y a équilibre, on dit qu'il y a équilibre du marché si les quantités offertes et demandées sont égales. Il résulte un équilibre, ce qu'on appelle un prix d'équilibre. Et c'est le point d'intersection entre la courbe de la demande et la courbe
de l'offre. Et là, je vous laisse euh, cette figure hein, qui représente un équilibre entre l'offre et la demande. Là, c'est la courbe de l'offre. On a dit que c'est une fonction croissante du prix. Et là, c'est la courbe de la demande. C'est une courbe décroissante du prix. L'intersection des deux courbes, ça vous donne ce qu'on appelle un prix d'équilibre. Ça, c'est le prix d'équilibre. Et là, c'est la quantité d'équilibre. Et là, c'est la règle générale ou bien l'équilibre du marché. D'accord? Ça, c'est le prix de vente, c'est le prix d'équilibre. Là, c'est la quantité d'équilibre qu'il faut ou bien qu'il est exposé sur le marché. Là, c'est un petit exemple hein, pour comprendre l'équilibre du marché. On a dit l'équilibre du marché se réalise lorsque l'offre est égale à la demande. C'est l'intersection entre l'offre et la demande. Là, si vous faites la, la, la comparaison entre la quantité offerte en kilogrammes avec la quantité demandée en kilogrammes, vous allez tomber sur 900. 900 offres est égal à 900 demandes et automatiquement, le prix d'équilibre, c'est 4 dirhams. D'accord? 4 dirhams, on l'appelle le prix d'équilibre, c'est le prix du marché. Autrement dit, c'est le prix du marché. Je reviens ici pour une petite... alors, ce tableau-là, on va le représenter graphiquement, d'accord? Sous forme de deux courbes. La courbe d'offre, on va présenter la courbe d'offre et la courbe de demande avec deux axes. Un axe pour le prix, un axe pour la demande, ou plutôt pour la quantité, comme ceci. Voilà. Donc, vous avez l'axe prix, d'accord? Vous avez l'axe quantité. J'ai posé ici la quantité, plutôt le prix 2, 4, ici 6 et 8. D'accord? Donc, j'ai pris juste les trois valeurs et les quantités. Donc, j'ai pris 600, 700, 900, 1200 et 1300. Et je vais tracer les deux courbes. Vous savez très bien comment tracer les courbes, hein. Vous allez prendre deux points et ainsi de suite. Alors, je reviens pour vous présenter un petit peu. Si je prends, par exemple, si je prends ici 2, je prends 2. 2, alors le prix 2, la quantité offerte, c'est 700 et la quantité, alors je prends l'offre, je continue l'offre, d'accord? Prix 2 avec 700. 2, 700, 4, 900, 8, 1200. Alors, c'est la même chose ici. Je prends voilà la courbe de l'offre, d'accord? Je prends le prix 2, on a dit, avec la quantité 700. Il est là. Ça, c'est le premier point. Je trace le troisième point. Prix 4 avec la quantité 900. Voilà le deuxième point. D'accord? Le prix 8 avec la quantité 1200. Et voilà le troisième point. Je vais relier ces trois points. Donc, je les relie. Ça va nous donner ce qu'on appelle la courbe de l'offre. D'accord? Je fais pareil pour la courbe de la demande. Donc, la courbe de la demande, je vais prendre 2 avec 1300, 4 avec 900 et 8 avec 600. D'accord? Pour la courbe de la demande. Il est là, la courbe de la demande, il est décroissante. Je prends 2 avec la quantité, on a dit 1200. 2 avec la quantité 1300, pardon. Ça, c'est le premier point. D'accord? Je prends le prix 4 avec la quantité 900 et je prends le prix 8 avec la quantité 600. Donc là, j'ai trois points. D'accord? Je vais les relier et j'aurai ce qu'on appelle la courbe de la demande. L'intersection entre les deux courbes me donne ce qu'on appelle le prix d'équilibre. Et si vous avez fait la remarque, le prix d'équilibre, on est tombé sur 900 sur 900. Donc, 900, c'est la quantité d'équilibre et le prix d'équilibre, c'est le 4 dirhams. D'accord? Si vous avez fait la remarque ici, juste pour vous expliquer un petit peu la différence. Là, vous avez deux positions, si vous voulez, ou bien deux phases, ou bien je dirais, deux situations hein, que vous devez comprendre. Une situation de pénurie, et là, c'est une situation d'excédent. D'accord? Situation de pénurie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire situation de pénurie entre la quantité 700 et la quantité 1300 qui est relatif au prix de dirham. Ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que on a ici un prix d'équilibre qui doit être pratiqué par le marché. C'est le 4 dirhams. Il faut vendre aux consommateurs
avec 4 dirhams, d'accord? Si je vends, s'il y a une entreprise qui va décider à vendre le produit sur le marché avec un prix inférieur au prix d'équilibre, par exemple 2 dirhams, qu'est-ce qu'on aura comme problème? On aura un problème de pénurie. Ça veut dire tout simplement quoi? Si vous avez fait la remarque ici, vous avez ici la quantité 700, 700 dans l'offre et 1300 dans la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande, elle est supérieure, la demande, elle est supérieure, donc la demande c'est 1300, d'accord? Et là, l'offre, elle est 700 dirhams. 700, pardon, 700 quantités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le marché, il y a juste 700 unités qui sont disponibles. Nahdu hada, c'est un marché, Ndilo, c'est un marché de pommes. D'accord? De pommes. Donc, le marché, elle a 700 kilogrammes de pommes sur le marché. C'est l'offre. D'accord? Donc, les entreprises ou bien les quantités, la quantité offerte, c'est 700 kilogrammes de pommes. Mais la demande des consommateurs, les consommateurs, ils demandent combien? Ils demandent 1300 kilogrammes, 1300 kilogrammes de pommes. Donc, il y a un besoin. On l'appelle ça en économie une pénurie. C'est un besoin qui est dû à l'application d'un prix qui est inférieur au prix d'équilibre. On est d'accord. La deuxième situation, c'est la situation d'excédent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on applique cette fois-ci un prix qui est supérieur au prix d'équilibre. On prend cette fois-ci, dans cet exemple, on prend le prix 8 dirhams. Alors, si on décide de vendre avec 8 dirhams au lieu de 4 dirhams qui est le prix d'équilibre, qu'est-ce qu'on aura comme problème? On aura un problème d'excédent. Ça veut dire quoi? Cette partie-là, c'est la partie d'excédent. Qu'est-ce qu'on aura? Là, c'est une quantité de 600 kilogrammes qui est demandée par les clients. Et là, c'est 1200 kilogrammes de pommes qui est offert par les entreprises. Donc là, c'est une situation déséquilibrée. Ça veut dire que l'offre, elle est supérieure à la demande. L'offre, c'est-à-dire, elle existe sur le marché 1200 kilogrammes alors que les consommateurs, ils ne demandent que 600 kilogrammes. Donc, il y a un excédent, il y a un plus, il y a une quantité supplémentaire sur le marché. Et ça, c'est un déséquilibre qui est dû à l'application d'un prix qui est supérieur au prix d'équilibre. D'accord? Alors, pour garder l'équilibre, il faut bien sûr appliquer ce prix qui est l'intersection entre l'offre et la demande. Et là, je vous laisse un petit exercice qu'on corrigera la séance prochaine, Inch'Allah. Ça, vous allez le trouver à la page 70 du livre que je vous ai proposé à la première séance et qui est disponible, bien sûr. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Merci.